Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous recevons 3 femmes scientifiques de l'ICERN. Elles sont venues aujourd'hui à la rencontre des élèves pour échanger avec eux et répondre à leurs questions. Nous en profitons pour leur poser quelques questions. Bonjour à vous 3. Bonjour. Bonjour. Vous pouvez vous présenter et nous dire pourquoi vous êtes ici aujourd'hui. Charline. Allez, donc Charline, Charlotte et Emmanuelle. Donc on est toutes les 3 chercheuses en santé publique, épidémiologie et santé publique, et on vient pour parler de nos parcours, des études scientifiques et de comment est-ce que depuis le collège on peut aspirer à faire des métiers scientifiques. Et on travaille toutes les 3 ensemble et on a des parcours différents, avec des formations différentes, et on travaille toutes les 3 sur la santé et dans une équipe de recherche. Pour commencer, pouvez-vous nous expliquer qu'est-ce que c'est l'INSERM ? L'INSERM, ouais. C'est l'Institut national de la santé et des études pour la recherche médicale. Donc c'est un organisme de recherche à l'échelle de la France qui regroupe à peu près 300 équipes de recherche en France. Donc une de ces 300 équipes, c'est la nôtre, l'équipe CEPIA. Donc nous, on travaille sur ce qu'on appelle l'épidémiologie du vieillissement, c'est-à-dire comment est-ce qu'on étudie le bien vieillir, quels sont les différents mécanismes de vieillissement entre les personnes, comment est-ce qu'on peut s'arranger pour que les personnes vieillissent le mieux possible et dans les meilleures conditions possibles. D'accord. Quelles sont vos missions ? Donc on a 3 métiers différents, donc des missions très différentes. Je peux peut-être commencer par les miennes si ça vous va. Donc moi je suis data scientist, ingénieur data scientist, c'est-à-dire que je travaille sur les données des patients. Donc les données des patients, c'est toutes les données cliniques, leurs paramètres biologiques, leur âge, leur sexe, leur taux d'hémoglobine, etc., leurs antécédents, c'est-à-dire leurs précédentes maladies, est-ce qu'ils ont d'autres maladies quand ils arrivent à l'hôpital, leurs données de soins, quand est-ce qu'ils viennent à l'hôpital, qu'est-ce qu'on traite quand ils viennent à l'hôpital, qui les traite, tout ça. Tout ça, donc on agrège dans ce qu'on appelle une base de données, et moi je travaille là-dessus pour aider les médecins à choisir les meilleurs traitements pour leurs patients. Nos études à nous, elles se concentrent sur les patients âgés qui ont un cancer. Donc, comment est-ce qu'on aide les médecins, quand ils ont en face d'eux un patient âgé atteint de cancer, à choisir le traitement le plus adapté à leur patient pour améliorer la survie, la qualité de vie des patients. Je vais continuer. Moi, je suis Charlotte, comme a dit Charline au début de cette rencontre, et donc je suis médecin de santé publique. Donc j'ai fait des études de médecine et j'ai choisi comme spécialité la santé publique, qui est une spécialité comme toutes les autres spécialités que l'on peut choisir dans notre cursus d'études médicales. Et donc la santé publique, en fait, on s'intéresse vraiment à la population globale et on cherche à améliorer l'état de santé de la population en travaillant avec des projets vraiment en se concentrant vraiment sur cette population globale. Et donc je travaille à l'hôpital, donc à l'hôpital Henri Mondor à Créteil dans le Val-de-Marne, donc au sud-est de Paris. Et moi, mon activité principale et mes missions dans le cadre de mon travail à l'hôpital, c'est vraiment d'accompagner la mise en place de projets de recherche. Et donc c'est pour ça aussi que je travaille avec Emmanuelle et Charline, donc à toutes les étapes de la conception d'un projet de recherche, pour pouvoir ensuite faire en sorte qu'il aille jusqu'au bout, jusqu'à la valorisation des résultats. Et donc je travaille aussi également sur tout ce qui est prévention et promotion de la santé. Donc j'essaye aussi de mettre en place des projets autour de cette question-là. Et donc je suis rattachée donc à l'équipe de recherche CEPIA dont a parlé Charline juste avant. Et donc on travaille aussi autour de la question du vieillissement et des enjeux de la prise en charge donc des patients âgés qui ont un cancer. D'accord. Et donc moi je suis Emmanuelle, donc je travaille dans la même équipe que Charline et Charlotte. Donc je suis biostatisticienne et donc moi je travaille donc au sein aussi de l'hôpital Henri Mondor et donc je suis amenée à faire des analyses statistiques pour dans la recherche médicale. Donc en gros les médecins mettent en place des protocoles de recherche clinique. Donc on récupère les données et par la suite on analyse ces données pour en extraire des informations les plus importantes et les interpréter et aider à la décision des médecins sur ces techniques, sur ces nouveaux traitements. Donc au sein de l'équipe, donc je suis amenée aussi à faire des statistiques sur les études dans ce cas-là qui sont plus épidémiologiques. Donc on étudie les déterminants de la santé des populations. En quoi consiste la collecte des données ?
C'est une très bonne question. Alors en fait, on est entouré de données au quotidien, hein, que ce soit sur nos téléphones, dès qu'on va sur un site internet, c'est une donnée qui est enregistrée. Donc dès qu'on navigue sur nos téléphones, on a la liste de tous les sites qu'on a visités. Quand on conduit nos voitures, elles envoient des données. Quand on regarde la télé, on est entouré de données. Enfin, on est vraiment dans notre quotidien. Toutes les transactions bancaires, c'est des données qui sont collectées. Donc on est entouré de données. Et parmi toutes ces données qui nous entourent, il y a un type de données sur lesquelles nous on travaille particulièrement, c'est les données de santé. Et donc, je vais peut-être laisser Emmanuel continuer là-dessus. Donc oui, en termes de données de santé, donc nous à l'hôpital, dans les protocoles de recherche clinique, on récupère des données à partir de questionnaires. Donc en gros, on demande aux patients de répondre à un questionnaire sur leurs caractéristiques et sur plein de données de santé. Et nous, par la suite, donc on va extraire ces données qui vont être sous format de base de données qu'on va pouvoir utiliser dans des analyses statistiques à partir d'un logiciel de stats. Une base de données, c'est un grand tableau. C'est un tableau où il y a une ligne avec l'identifiant du patient, son âge, son sexe, ses maladies que la personne a, la consommation de soins, c'est-à-dire combien de fois la personne est allée à l'hôpital avant, etc. Et donc on a des grands tableaux, comme des tableaux Excel par exemple, et sur ces tableaux-là, on peut faire des statistiques, on peut calculer des moyennes, des pourcentages, et puis nous, on fait des statistiques un peu, voire beaucoup plus avancées, pour répondre à des questions de recherche. Quelles sont les études pour ce métier et combien de temps? Alors, on a 3 métiers différents, donc 3 parcours d'études différents. Je peux peut-être commencer. Donc, moi, je suis ingénieur de formation. Donc, les études pour être ingénieur, c'est faire une école d'ingénieur. Ça dure 3 ans, les écoles d'ingénieur. Et pour rentrer en école d'ingénieur, il faut avoir fait 2 ou 3 ans d'études avant, soit sous la forme d'une classe préparatoire, ce que moi j'ai fait, soit via une licence de maths ou de physique, soit via un BUT. Donc en tout, les études, elles durent 5 ans après le bac. Et à l'issue de ces 5 ans, on est diplômé et puis on peut commencer à travailler. Moi j'ai fait les études de médecine. Donc là c'est pareil, ça commence directement après le bac. Donc il faut accéder en première année. Et ensuite, donc là on a un cursus avec un socle commun qui dure environ 6 ans. Et ensuite on choisit, donc on passe ce qu'on appelle un examen national. Et ensuite on choisit une spécialité. Et là on devient interne. Et donc on continue durant environ 4 ou 5 ans selon la spécialité qu'on choisit. Et ensuite on est titularisé en tant que docteur en médecine à l'issue de ces années-là. Mais donc en fait on devient interne à partir donc à la fin du début de la 7e année, et donc on commence à travailler, à être à l'hôpital à temps plein, etc. Et voilà, on se spécialise en même temps. Et donc moi, pour être biostatisticienne, donc j'ai commencé par faire une licence en biologie biochimie, donc de 3 ans, qui par la suite j'ai fait un master 1 en accès sur la santé publique. Et par la suite, en Master 2, je me suis spécialisée en biostatistique. Et donc, j'ai continué par un Master 2 en méthodologie et statistique en recherche biomédicale, qui par la suite m'a permis de faire ce métier de biostatisticienne. Est-ce que le fait d'être une fille est un obstacle pour vous? Alors, je peux commencer à répondre. Donc, dans l'étude de médecine, c'est vrai qu'il y a de plus en plus de filles qui se lancent dans le cursus. Donc, pour le coup, j'ai pas ressenti un obstacle quelconque du fait d'être une fille, parce que c'est vraiment une profession qui a tendance à accueillir de plus en plus de femmes, et donc, et je rejoins Charlotte aussi sur les études de la licence biologie biochimie. On retrouve beaucoup de femmes, voire plus de femmes que d'hommes, donc j'ai pas retrouvé de difficultés en étant une femme. Ok. Dans les études d'ingénieur, c'est un peu différent, donc il y a vraiment pas beaucoup de filles par rapport aux garçons. Il y a en moyenne 20% de filles dans les classes préparatoires et ensuite dans les écoles d'ingénieurs. Donc on manque vraiment de femmes ingénieurs. Donc au contraire d'être une difficulté, il faut que ce soit un encouragement supplémentaire quand on est une fille et qu'on a envie de faire des sciences, de pas hésiter à aller vers ces carrières ingénieurs, parce que voilà, en France il manque 20 000 ingénieurs à peu près. Donc si on avait autant de filles que de garçons dans les filières prépa, on aurait plus de problèmes. Donc il faut vraiment que les filles n'hésitent pas à suivre ces carrières scientifiques et techniques et à aller vers les métiers techniques, les métiers d'ingénieur, voilà. D'accord. Quel est votre salaire?
Je commence, ouais. Alors en sortie d'école d'ingénieur, c'est assez standardisé. On gagne à peu près tous autour de 2300 euros net par mois. Alors ça dépend évidemment des secteurs, parce que ingénieur, on peut exercer dans plein de secteurs. Donc il y a des secteurs qui rémunèrent mieux, la banque, la finance. Des secteurs qui rémunèrent un petit peu moins, comme le service public ou la santé. Mais voilà, grosso modo, on commence tous sur cette base-là. Et après, c'est évidemment amené à évoluer au cours de la carrière et au cours de la prise de responsabilité, de l'évolution. Voilà. Et en tant que biostatisticienne dans un hôpital, on est autour de, on peut commencer à 1800 et puis monter à 2000 et 2500 et ça augmente avec l'évolution de la carrière. Et pour les études de médecine, donc en fait, on commence à avoir un salaire qui nous permettent, de prendre notre indépendance, on va dire, en tout cas financière, à partir du moment où on devient interne. Où là on est vraiment à temps plein en fait à l'hôpital. Avant on perçoit un petit salaire quand on est externe, mais c'est vraiment quelques centaines d'euros par mois parce qu'on fait des stages à l'hôpital, mais pas du tout à temps plein. Et donc au début de l'internat, on est plutôt environ de 1800 euros. Alors après il faut ajouter bien sûr les gardes, etc. Et ensuite le salaire va augmenter petit à petit avec l'ancienneté. Et ensuite, après, c'est assez variable en fonction, comme a dit Charline, de où on travaille, si on exerce à l'hôpital ou en libéral, et en fonction aussi de l'ancienneté. Combien d'heures travaillez-vous par semaine? Qui commence? Alors, donc, à l'hôpital, en tant que biostat, moi, je suis plutôt entre 9h, 17h, parce que ça peut varier entre 17h30, voire 18h. Vraiment, tout dépend de la charge de travail, des missions, des sujets sur lesquels on travaille. Donc, c'est très variable. Mais, en moyenne, on est, on va dire, sur du 39 heures par semaine. Je dirais ça plutôt. Ouais, moi c'est un peu pareil. Mon contrat c'est ça, c'est du 9, 17h, 17, 18h. En pratique, on travaille un peu plus parce qu'on aime ce qu'on fait et quand on aime, on compte pas. Mais voilà, donc moi plutôt 9h, 18h, 19h parfois. Et médecin, c'est un peu plus particulier. Oui, tout à fait. Mais nous c'est pareil aussi. On a une base où on se dit environ 9h, 18h, 19h, etc. Et ça peut être amené à varier selon les missions ponctuelles, selon si on a des impératifs, des deadlines, des choses à rendre, etc. Donc c'est assez varié, mais ce qui est aussi plutôt chouette, c'est qu'on peut adapter aussi notre emploi du temps en fonction de nos missions. Et donc parfois les semaines on n'a pas forcément de routine et les semaines peuvent être très différentes. Et même les jours au sein de la semaine peuvent être très différents. Et c'est ça qui est plutôt chouette. On ne s'ennuie pas. Est-ce que ce métier vous permet d'avoir une vie de famille? Alors, je peux commencer à répondre. Alors oui, absolument. Alors c'est vrai que nous, en santé publique, on n'a pas forcément, on n'a pas de garde, on n'a pas de présence auprès des patients avec un emploi du temps qui soit vraiment en lien avec la prise en charge des patients. Donc ça nous permet aussi d'adapter notre emploi du temps par rapport à ce qu'on vient de dire juste avant. Et donc oui, on a une vie de famille avec des enfants si on le souhaite, on peut voyager, on peut avoir du temps libre, donc il faut absolument pas se fermer se lancer dans des études longues en se disant ça peut m'empêcher d'avoir une vie de famille. Il faut juste trouver l'équilibre après entre la vie professionnelle et la vie personnelle pour pouvoir mettre en place tout ce qu'on veut mettre en place en termes de projet. Oui, je confirme ce que Charlotte dit parce que en ayant un enfant, j'arrive vraiment complètement à faire la part des choses entre mon travail et ma vie de famille. On a des week-ends pour profiter ensemble. Donc en semaine, oui, donc en gros, je finis pas assez tard, je finis pas très tard au point de ne pas pouvoir récupérer mon enfant. Donc en gros, c'est totalement compatible. Et donc c'est ce que j'apprécie aussi, de pouvoir allier les deux, me dire que j'ai vraiment la possibilité de profiter au maximum de mon travail et aussi de ma famille avec qui on passe de très bons moments. Oui, on peut vraiment avoir une vie en dehors du travail sans problème. Quels conseils donnerez-vous pour inciter les jeunes à travailler dans les sciences? Donc moi, ce que je conseille aux jeunes, c'est de ne pas hésiter à faire ce qu'ils aiment, d'aller au bout de leur projet, de ne pas avoir peur des obstacles et il y a toujours un moyen de rebondir sur ses pattes, même si finalement le projet qu'on faisait initialement ne nous intéresse pas, et d'aller au maximum de son envie.
Si vous avez des choses à rajouter, ouais. Oui, moi je pense que il faut surtout pas avoir peur de pas savoir ce qu'on veut faire au collège, au lycée, c'est tout à fait normal. Il y a la majorité des étudiants qui savent pas ce qu'ils veulent faire et c'est hyper normal parce que très compliqué de se projeter dans un métier, on sait pas trop ce qui existe, donc aucun problème là-dessus, pas avoir peur de pas savoir et juste y aller petit à petit. C'est au collège, j'aime bien les maths, j'aime bien la physique, j'aime bien les sciences, au lycée, je vais prendre ces options-là en première, en terminale. Au lycée, si on sait toujours pas ce qu'on veut faire, c'est pas grave, on continue, aller dans les cursus scientifiques tant qu'on aime, on continue. Et puis c'est pas grave de se tromper, c'est pas grave de redoubler, c'est pas grave de changer de voie. Le tout c'est de travailler le plus possible pour se donner le plus de choix possible le plus tard possible. Moi c'est un peu ça, c'est que j'ai choisi de faire mon métier que à bac+4. Et donc j'ai juste bien travaillé pendant mon collège, mon lycée, mon cursus après, pour pouvoir choisir le plus tard possible. Et c'est aucun problème, c'est vraiment pas grave de choisir très tard ce qu'on fait et de changer même après. Et je suis tout à fait d'accord avec ce que vous venez de dire. Et je dirais même qu'il faut s'écouter en fait. Il faut se dire si vous avez la moindre idée de ce qui pourrait vous plaire, écoutez-vous et tentez-le. Puisque, c'est important de s'écouter, de se faire confiance. Et comme a dit Charline, au pire on se trompe, c'est pas grave. Vous ferez autre chose. C'est ça aussi le grandir, évoluer, c'est s'écouter. Et nos envies d'aujourd'hui ne seront pas forcément nos envies de demain. Mais si on a la moindre idée, la moindre petite étincelle, il ne faut pas se dire j'ose pas y aller, j'ose pas. Il faut se dire au contraire on essaye. Et puis quand on est au collège et au lycée, on a encore les portes qui sont ouvertes, donc il faut pas hésiter à essayer. Merci d'avoir répondu à mes questions. Merci à toi. Merci à toi. Merci.